Imaginez un instant. En 2018, Tekashi 69, c'était le nom sur toutes les lèvres, au sommet du monde. Chaque morceau, un carton viral, chaque action, un titre dans les journaux, le mec semblait tout simplement invincible. Et pourtant, aujourd'hui, son histoire, c'est celle d'une chute. Mais pas n'importe laquelle. Une des plus vertigineuses et des plus complètes de toute l'histoire de la musique. C'est la question qui est au cœur de tout ce récit. Comment est-ce possible? Comment un artiste qui brassait des centaines de millions de vues, des millions de dollars, a-t-il pu se retrouver traqué, complètement ruiné et, soyons honnêtes, détesté par à peu près tout le monde? Pour le comprendre, il va falloir assembler les pièces d'un puzzle assez incroyable. Le contraste est juste saisissant. Regardez ça. D'un côté, 2018, c'est le succès absolu. On parle de jet privé, de villa de rêve, l'argent qui coule à flot. Et de l'autre, la réalité d'aujourd'hui. Une dette monstrueuse, même plus de quoi se payer des gardes du corps, et le fisc qui débarque pour tout saisir. Non, ce n'est pas juste une mauvaise passe, c'est un effondrement total. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Sa situation aujourd'hui, fauchée, traquée, en faillite. Avant même de remonter le temps pour comprendre le « comment », on va d'abord constater l'étendue des dégâts. Parce que tout ce qui lui arrive maintenant, c'est la conséquence directe des choix qu'il a fait quand il était tout en haut. Plus de 20 millions de dollars. Ce chiffre est tellement énorme qu'il en devient presque abstrait. Mais imaginez bien, pendant toutes ces années où il faisait l'intéressant sur les réseaux sociaux, à exhiber des liasses de billets, il oubliait un tout petit détail, payer ses impôts. Forcément, un jour ou l'autre, l'addition arrive. Et elle est salée, très salée. Une somme qu'il est, bien entendu, totalement incapable de rembourser. Et là, ça devient très concret. Ce n'est plus juste un chiffre sur un papier. Le fisc a débarqué et a tout pris. Mais ils n'ont pas juste pris de l'argent, ils ont pris les symboles même de son succès. Sa fameuse chaîne requin, parti. Sa collection de voitures de luxe, parti. Et le pire, même ses disques d'or et de platine, tout a été vendu aux enchères publiques. N'importe qui pouvait s'acheter un petit bout de sa carrière en ruine. C'est humiliant. Bon, maintenant qu'on a vu la fin de l'histoire, revenons au tout début, en 2017. Comment est-ce que tout ça a bien pu commencer? Parce qu'il faut comprendre une chose. L'ascension de 6ix9ine, ce n'est pas du tout un coup de chance. C'était une stratégie, un plan, une formule bien précise, conçue pour faire le buzz. Et là voilà, cette fameuse formule. C'est à la fois simple et absolument génial pour l'ère d'Internet. Vous prenez un type qui n'a rien d'un gangster, vous lui teignez les cheveux en arc-en-ciel et vous l'associez à un vrai gang. Le but? Fabriquer de la crédibilité de la rue de toutes pièces. Tout était basé sur le choc, la controverse. C'était du spectacle, un personnage créé pour devenir viral. Et est-ce que ça a marché? Oh que oui, ça a fonctionné au-delà de toutes les espérances. Il suffit de regarder cette timeline. C'est fou. En à peine un an, le mec passe de zéro à superstar planétaire. Chaque clip, c'est des centaines de millions de vues. Chaque clash, chaque provocation ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. La machine était lancée et elle tournait à plein régime. Mais voilà, il y a un moment où le jeu devient trop réel. C'est le point de bascule. Le moment où la performance ne suffit plus. Le moment où le personnage de rappeur se transforme en vrai racketteur. Et c'est ça le cœur du problème. Pour que son personnage de gangster reste crédible aux yeux du public, il ne pouvait pas juste faire semblant. Il devait en devenir un, pour de vrai. C'est là que la frontière entre le spectacle et la réalité a complètement volé en éclats. Il s'est retrouvé piégé par l'image qu'il avait lui-même créée. Et à partir de là, c'est la dégringolade totale. On ne parle plus de musique, on parle de trafic de drogue, de commandité des fusillades. L'ironie suprême, c'est qu'il se fait même kidnapper et détrousser par les membres de son propre gang. Et le comble du comble, il joue le rôle de chauffeur dans un braquage et il filme la scène avec son propre téléphone. Incroyable. Évidemment, avec tout ça, la suite était écrite. Le FBI a fini par frapper à sa porte, et là, il s'est retrouvé face à un dilemme. Un dilemme qui pèse 47 ans de prison. Un choix absolument impossible. Imaginez la pression. Le FBI l'arrête, lui expose les charges, et lui dit en gros « Tu as 24 heures pour te décider ». Le choix est simple, mais terrible. Soit tu prends 47 ans de prison, au minimum, soit tu coopères et tu balances tout le monde. Il n'a même pas eu besoin de 24 heures. Il a choisi de parler. Et sa coopération a été si totale que sa peine a été réduite de 47 ans à seulement 2. Et quand on dit qu'il a balancé, le mot est faible. Il n'a pas juste donné quelques noms, il a témoigné contre tout le monde. Ses anciens amis, ses protecteurs, ceux qui lui avaient donné sa crédibilité. Il a fait tomber toute la structure. Regardez ses peines, 24 ans, 20 ans, 15 ans. À cause de lui, des gens ont pris des décennies de prison. C'est une trahison à une échelle monumentale. Alors oui, il sort de prison après seulement 2 ans. Il est libre. Mais à quel prix? Parce que sa nouvelle vie, c'est une autre forme de prison. Une prison sans barreaux, faite de menaces de mort permanentes, d'un exil de l'industrie musicale et d'une ruine financière complète. Et financièrement, la chute est immédiate et brutale. Premier gros coup dur, un procès.
Il lance une bouteille dans une boîte de nuit, elle blesse une danseuse. Résultat, il est condamné à lui verser 10 millions de dollars. 10 millions. C'est le début de la fin pour son portefeuille. Et ça ne s'arrête pas là. Son irresponsabilité est juste sidérante. Un ami lui décroche un super contrat à 2 millions de dollars. Le job, juste jouer en streaming 1 heure par semaine. Facile. 6ix9ine ne prend l'avance, ne respecte jamais le contrat et laisse son pote dans une situation impossible, obligé de rembourser les 2 millions lui-même. Pendant que l'argent ne rentre plus, les dépenses, elles, explosent. Plus de 500 000 dollars par an, rien qu'en frais d'avocat. Ajoutez à ça le coût d'une sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une nécessité absolue vu le nombre de gens qui veulent sa peau. On comprend vite que l'argent a fondu comme neige au soleil. Et cette citation de son ami qui s'est fait avoir, elle résume parfaitement le personnage. Il n'avait pas d'argent et il avait besoin d'argent. Mais pas pour se stabiliser, non, pour continuer à flex, à faire semblant. Il a pris les 2 millions pour flamber, pour maintenir cette illusion de richesse. C'est ce cycle qui l'a mené à ne même plus pouvoir se payer de sécurité et à finir par se faire agresser violemment dans une salle de sport. Alors que faire quand on a brûlé tous les ponts, quand plus personne ne veut de vous dans le rap américain? Eh bien 6ix9ine a joué sa toute dernière carte, se réinventer complètement, sur un marché totalement différent. Et là, le changement de stratégie est radical. Fini le gangster agressif et provocateur. Comme il est bilingue, il se tourne vers la musique latine. Et là-bas, il se présente comme un homme nouveau, mature, humble, presque doux. L'antagoniste est devenu le protagoniste. C'est une opération de séduction massive pour un nouveau public qui, souvent, ne connaît pas tous les détails de son passé. Et ça a l'air de fonctionner. Il a réussi à signer de nouveaux contrats, à retrouver un public. Mais tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Est-ce qu'on peut vraiment réécrire son histoire ? Est-ce qu'une nouvelle image, dans une nouvelle langue, suffit pour échapper aux conséquences d'une vie construite sur la provocation et la trahison ? L'histoire de 6ix9ine n'est peut-être pas encore finie et seul l'avenir nous le dira.